merci, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire que nous organisons aujourd'hui euh, avec toi Thomas, avec Kiabi. On va parler e-commerce ce matin, on va parler Popular Product et aussi avec toi Florian. Thomas, je peux peut-être te laisser te présenter? Yes. Enchanté, moi c'est Thomas Nutin, je suis responsable du SEO chez Kiabi depuis à peu près 2 ans et demi. Avant ça, j'étais chef de projet SEO chez Kiabi et avant ça, j'ai travaillé dans d'autres boîtes en tant que chef de projet avec une casquette SEO à l'époque où il y avait pas grand monde qui se bousculait pour faire du SEO. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Popular Product. Super, merci Florian. Euh, Florian Carmen, 14 ans d'ancienneté à l'agence WEM. Donc, je suis un ancien. Je suis consultant SEO et ça fait 3 ans que j'accompagne Thomas dans la stratégie SEO de Kiabi. Parfait, merci. Et moi, je suis Xavier Favarel. Donc, je m'occupe de la partie marketing et acquisition à l'agence WAM. Donc, nous avons la chance aujourd'hui de faire ce webinaire avec Kiabi et avec toi, Florian. Merci à tous les deux. Tu peux passer à la slide suivante avant de démarrer. Puis, comme ça, les gens vont arriver tranquillement pour se connecter. Donc, avant de commencer, surtout, laissez-nous un avis quand vous quitterez ce webinaire. C'est super important pour nous. Vos remarques nous font avancer. Posez vos questions. On vous y répondra dans le chat. On est en différé aujourd'hui. Mais on pourra quand même vous répondre à toutes vos questions. Et puis, vous aurez le replay à la fin et puis un petit résumé de ce webinaire. Voilà. Et ben, écoutez, à vous deux, Thomas, Florian, à vous de jouer. C'est parti. Je vais prendre la parole. Donc effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir les popular products, les enjeux pour le SEO. Ensuite, on va enchaîner avec une deuxième partie sur l'accompagnement qu'on a avec Kiabi et comment on a structuré la présence de Kiabi dans ses résultats de produits populaires. Je vais essayer de parler français le plus possible. Et puis on va enfin terminer avec une troisième partie dans laquelle on va se concentrer sur le travail de la visibilité de Kiabi dans ses produits populaires de manière pérenne, c'est-à-dire comment aller encore plus loin que ce qu'on a déjà fait ensemble. Alors, il y a certainement, je sais pas, on est en différé, il y a certainement des gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est les produits populaires. Donc, peut-être que la première question qu'on va aborder, c'est tout simplement qu'est-ce que c'est? Et pour ça, on a une réponse assez simple. C'est ce format-là qu'on voit sur la gauche, qui existe aux États-Unis depuis 2020. Et c'est venu un petit peu plus tard, comme d'habitude en France, à partir de fin 2023, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Finalement, c'est la réponse e-commerce de Google qui vise à remplir plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, puisque pardon, les internautes cherchent une réponse rapide, visuelle et comparative quand ils font une recherche de produits en ligne. C'est quand même un petit peu plus pratique que les 10 liens bleus résultats classiques qu'on retrouve. Finalement, ce format-là permet de répondre à cette intention transactionnelle de manière plus visuelle avec photos, des prix, des avis. En gros, si il faut résumer, c'est tout simplement réduire la friction entre le début de la recherche transactionnelle et la découverte du produit. Le deuxième objectif pour Google, c'est de ramener la découverte produit sur Google plutôt que sur Amazon. Il faut savoir que Google est historiquement très fort sur l'intention informationnelle, c'est-à-dire la recherche d'informations en ligne. Ces dernières années, Amazon a pris un peu les devants sur tout ce qui est recherche de produits. Avec ce format-là, finalement, Google regagne du terrain sur la phase découverte de produits. L'utilisateur vient commencer son parcours de recherche sur Google plutôt que sur Amazon.
En sous-marin, ça permet aussi de renforcer l'écosystème e-commerce de Google, puisque si on travaille ça de manière organique, en réalité, on vient alimenter la stratégie globale de Google Shopping, puisque ça incite les retailers à optimiser leur catalogue et leur présence dans l'écosystème, ce qui nourrit le Product Knowledge Graph, les comptes Merchant Center, etc. Et puis évidemment, ça permet d'accroître la monétisation indirecte de Google. Ce format-là est gratuit, organique, mais ça prépare le terrain au format payant, notamment Shopping Ads. L'idée derrière, c'est de réduire la part de marché publicitaire perdue au profit d'Amazon Ads. Voilà, on a différents formats. J'ai essayé de vous les lister dans l'exhaustivité. On a vu sur la slide précédente le format Popular Products classique, mais ces fiches produits, elles viennent s'insérer dans différentes surfaces de Google. Ici, dans l'onglet produits de Google, on a évidemment les annonces payantes, mais en dessous, on a les encarts produits organiques. Alors pour information, ceux qui ne le savent pas, l'onglet produit, en fait, ça correspond historiquement à ce qu'était Google Shopping avant, c'est juste qu'ils l'ont déplacé dans cet onglet-là. Et on a différentes surfaces qu'on va voir en détail si j'arrive à passer la slide suivante. On a le Product Knowledge Graph, j'avais dit que j'évitais l'anglais, c'est raté, qui apparaît sur la droite de Google et qui s'affiche surtout pour des modèles, pour des recherches sur des modèles exacts, donc des entités nommées de produits, pas forcément sur une requête générique. Ici, en l'occurrence, c'est un modèle de Casio bien précis. Google l'a compris et affiche des annonces, enfin des annonceurs. On va y arriver. Ça permet aussi d'apparaître dans les résultats Google Images, comme on le voit ici. Et puis aussi sur la recherche d'images inversée avec Google Lens. Quand vous faites une recherche sur une image ou voilà, sur une robe, là j'en avais pas sous la main, ça permet effectivement d'apparaître ici. On le voit, il y a la petite vignette avec le prix. Ça, c'est issu du flux shopping. Dans certains pays, on commence à le voir dans iMode. Alors, iMode, c'est pas encore disponible en France. C'est pour ça que j'ai dû faire une recherche en anglais en utilisant le VPN. S'il faut clarifier, c'est la réponse de Google à ChatGPT. C'est la recherche conversationnelle écrite dans le moteur de recherche. Alors j'ai dû un petit peu insister pour qu'il me propose ce format-là dans AI Mode. Par défaut, c'est plutôt de la recherche informationnelle. Là, j'ai vraiment dû l'embêter un petit peu pour qu'il affiche ce type d'affichage-là. Ouais, et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'infos sur iMode, on a fait un webinaire avant l'été sur le sujet pour prévenir un peu de son arrivée en France, pour s'y préparer. Peut-être que le jour où on fera ce webinaire, effectivement, parce on est un peu en différé, iMode sera sorti, mais on l'attend avec impatience. En tout cas, on vous partage le lien du webinaire en chat si vous voulez avoir plus d'infos sur AI Overview. Et justement, c'est la partie d'après. C'est que j'ai toujours en utilisant VPN et en utilisant. J'aurais bien aimé dire que j'étais aux États-Unis à ce moment-là, mais non, c'est via VPN. J'ai essayé de solliciter justement AI Overviews pour le forcer à déclencher l'affichage de ces vignettes-là dans les résultats AI Overviews, mais pas moyen. Pas moyen, ça répond principalement sur de la requête informationnelle. Et d'ailleurs, on le voit ici, j'ai essayé de chercher quelque chose d'un peu plus proche de la transaction et la page de résultat, pour le coup, ne déclenche pas de bloc AI Overview. D'ailleurs, je l'ai mis en citation là, mais c'est pas vraiment étonnant puisqu'il y a une étude SEMrush qui indique qu'il y a seulement
1,8% des requêtes transactionnelles qui déclenchent AI Overview. En réalité, dans 90% des cas, c'est sur une recherche informationnelle. Et puis, il y a différents facteurs aussi qui déclenchent cet affichage-là. Déjà, en premier lieu, c'est la typologie de recherche, comme on l'a vu un petit peu avec AI Overview. Il faut qu'il y ait une intention d'achat assez explicite, notamment sur des requêtes de type de produit plus un attribut. En l'occurrence, ici, c'est les pyjamas verts pour femmes. Je ne sais pas si vous arriverez à lire sur l'écran. Là, oui, il y a une intention effectivement de recherche de produits derrière, donc Google affiche ce bloc-là. Comme on l'a vu sur la capture d'écran précédente, pour une recherche informationnelle, ce n'est pas toujours le cas. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une offre et une demande suffisante. Quand je dis une offre et une demande, c'est un volume de recherche qui soit suffisamment conséquent et une disponibilité multivendeur qui permette à Google d'afficher assez de produits. J'ai fait des recherches sur des choses assez longue traîne. Je crois que c'était un sac à dos noir et bleu avec des poches latérales blanches. C'est un peu trop précis. Dans ce cas-là, Google affiche pas de produits populaires. Merci d'avoir pris un screen où il y a Kiabi un premier. Eh ben, j'ai essayé de le faire à chaque fois. Hasard total. Ouais. Bon, maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble et quand est-ce que c'est déclenché, on va regarder un petit peu les chiffres. L'idée, c'est de voir quelle est la fréquence d'apparition de ces encarts. À moins que tu avais quelque chose à ajouter, Thomas. Ou vous aviez. Oui, en fait, c'était toi, Thomas, c'était quoi ta première réaction quand tu as découvert les Popular Products? Est-ce que tu as vu ça comme une opportunité, une contrainte? C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, c'est un peu les deux, j'ai envie de dire. On s'est dit, merde, c'est quoi ce truc? Ça prend forcément de la place sur autre chose. Ça va encore faire baisser les résultats classiques, alors qu'ils sont déjà chahutés par plein de formats. Enfin, voilà. Quand on baigne dans le SEO, tous ces sujets-là sont assez classiques et tout le monde en parle en ce moment. Mais donc, ouais, un peu, ça peut faire peur au début. Puis après, on se dit, bah, en fait, si c'est là, comment faire pour en profiter, quoi? Il y a de la place à prendre. Et donc, ouais, menace pour le SEO historique, classique lien bleu, comme on peut l'entendre, mais opportunité parce que c'est un nouveau terrain de jeu, donc voilà, Et on va voir comment tu as fait, Florian, sur ce terrain de jeu. c'est ça. Oui, alors pas tout de suite, on va regarder quelques chiffres. Ah, mais moi, j'ai hâte. On va regarder les chiffres qui m'ont permis de convaincre justement Thomas d'aller embêter les équipes pour travailler ces espaces-là. Alors, en utilisant SEMrush, on s'est rendu compte dans le temps que ce format-là était de plus en plus présent sur les mots-clés sur lesquels Kiabi était présent dans Google. En gros, on a fait un pourcentage tous les mois pour savoir sur tous les mots-clés sur lesquels Kiabi est présent dans Google, quelle était la part de ces mots-clés sur lesquels Google affichait un bloc Popular Product. En gros, le pourcentage est très simple, c'est combien de mots-clés et sur ces mots-clés-là, combien de fois est-ce qu'il y a des blocs Popular Product. Et on voit effectivement qu'en France, puisque l'étude ici qu'on a fait avec SEMrush, c'est sur la France, et on voit à partir de fin 2023, ça commence à arriver, mais c'est surtout à partir de la fin du premier trimestre 2024, c'est-à-dire il y a 1 an et demi quand même déjà, que ça vient se stabiliser et qu'on a pratiquement systématiquement des produits populaires dans les résultats de recherche. Ça, je me souviens de ta réaction, Thomas, ça laissait peu de doute sur l'avenir Il faut y aller, ouais. des chantiers à faire. Yes. Pour ceux qui n'ont pas forcément de compte SEMrush, je vous ai mis un petit outil là qui s'appelle Advanced Web Ranking. Ils ont des outils gratuits, notamment cet outil Google Search Features qui permet de voir sur un marché, donc on peut choisir un pays, on peut choisir un secteur d'activité,
Alors, pas au sens vêtements, mais plutôt, c'est un site qui traite de. C'est un site e-commerce, c'est un site d'actualité, c'est un site voilà, édito, c'est un blog. Ça permet de voir quels sont les types de résultats qui apparaissent et de voir comment ça évolue dans le temps. Alors, en l'occurrence, Kiabi, sur la France, on a choisi e-commerce. Et le graphique vient un petit peu confirmer les constats qu'on a fait avec SEMrush, c'est que à partir de fin du premier trimestre 2024, ce format-là, Products, a commencé à être très très présent. La difficulté avec cet outil-là, c'est que c'est pas basé sur des mots-clés qu'on peut choisir. Voilà, c'est un peu un fourre-tout. C'est pour ça qu'on ne retombe pas forcément sur les mêmes chiffres qu'on a observés nous. Après, ça donne une idée malgré tout de l'ampleur de Ouais, la chose. ouais, tout à fait. C'est une sorte de thermomètre sur de quelle manière ça bouge. Et tout à l'heure, Florent, tu as parlé d'équipe. Justement, Thomas, est-ce que toi, tu as dû réallouer du temps et ressources spécifiques là-dessus, ou finalement, ça n'a pas changé grand-chose pour travailler ce Ouais. sujet des Popular Products? Alors, forcément, chez nous, enfin, déjà, on s'est dit avec Florian, bah, faut creuser le truc, c'est un sujet majeur, ça prend plein de place, on en voit partout, de plus en plus, tout le monde, oui, on le confirme, toi aussi t'en vois, ouais, ouais. Les stats le montrent et autres. Donc, une fois qu'on sait il faut investiguer ce nouveau terrain de jeu, quoi, c'est pas si compliqué, en fait. Nous, ben, alors on est deux et une alternante au SEO chez Kiabi, donc le temps est assez limité. Et après, heureusement qu'on a des agences comme vous qui nous accompagnent sur la strat et plein d'autres trucs. Mais en fait, ce qui est le plus, enfin, on a juste dépriorisé des trucs qu'on devait faire pour s'attaquer à celui-ci. Et le plus compliqué pour nous en interne, ça a été plutôt de trouver la bande passante nécessaire côté IT pour mettre en place toutes les optimes dont on va parler après, mais c'est juste des histoires de priorité à gérer en fait. Donc c'est un peu le quotidien au final de ce qu'on fait aussi. Ok, merci. Je reviens sur les observations qu'on a faites. Alors, on a la chance chez WAM d'avoir un outil interne qui permet, sur une base de mots-clés qu'on fournit, de voir dans le temps comment évolue la physionomie des résultats. Et finalement, on fait le même constat que SEMrush ou que cet outil que je vous ai montré précédemment, mais sur des mots-clés qu'on a sélectionnés nous-mêmes. Entre fin de l'année 2023 et fin de l'année 2024, on voit aussi une très très forte hausse de l'apparition de ce bloc Popular Product. Donc une fois qu'on a ces trois chiffres, c'était assez évident qu'il fallait y aller et on a assez facilement convaincu Thomas que c'était un gros chantier euh, pour le site Kebi. L'autre question qu'on se pose, c'est d'accord, c'est présent, mais c'est présent comment? Combien de place est-ce que ça prend? Ça, c'est un petit peu plus difficile à répondre. Ici, j'ai une capture d'écran. Alors malheureusement, la page est très longue, donc j'ai dû couper en deux, mais c'est bien une seule et même page de résultats de recherche. On y retrouve les résultats classiques, organiques, les payants, les sites de comparateurs, les images, etc. Et on se rend compte que dans cette page-là, ben, on a quatre blocs de produits populaires et qui présentent chacun 8 produits, c'est-à-dire 32 vignettes, 32 liens organiques, Popular Product. Je me suis amusé à compter tous les résultats organiques, c'est-à-dire non payants. On en a 51 au total sur la page, ce qui change pas mal des résultats des 10 liens bleus qu'on connaissait historiquement. Euh, c'est 5 fois plus. Et surtout, la place que prend les Popular Products, c'est 32 sur 51 résultats, c'est-à-dire 63% des résultats de cette page organique sont sous forme de Popular Product. Donc quand on voit ça, effectivement, on se dit, vite, vite, faut agir, faut prendre le lead sur le sujet produit populaire. Alors là, évidemment, j'ai pris un exemple un petit peu qui permet de grossir le trait. Il n'y a pas toujours 4 encarts. L'outil qu'on a en interne permet de mesurer ça. En réalité, c'est plutôt aux alentours de 26-27%.
des résultats organiques dans une page de résultats qui sont sous forme de popular product, n'empêche que ça fait beaucoup. Donc s'il faut résumer, pour voir la partie chiffrée, c'est chez Kirby en tout cas, c'est 70% des pages de résultats où ils apparaissent contiennent cet encart-là. Et quand ça apparaît, ça prend pratiquement un tiers de la place dans la page de résultats. Donc avec tout ça, il n'y a pas, y a pas de sujet, il faut aller dessus. Il faut investir du temps là-dessus. Oui, tout à fait. Évident. Surtout Alors, que chez Kiabi, enfin, on a plein de sujets évidemment à adresser. On est une marketplace, donc ce truc-là joue aussi énormément parce qu'on peut toucher encore plus de monde qu'il y a 2-3 ans quand on ne l'était pas. Mais enfin, il y a beaucoup de sujets, mais oui, quand on voit celui-là, on s'est dit qu'il fallait y aller. Et d'autant plus qu'on a parfois des freins sur d'autres trucs et du coup on se dit bah ok cool, on a de la bande passante, on peut faire passer celui-là en attendant qu'un autre truc se résolve et qui est lié à une autre équipe ou autre chose. Donc on n'a pas réfléchi longtemps pour y aller. Justement, la question suivante, c'était bon Thomas, maintenant que je t'ai convaincu qu'il faut aller là-dessus, et ben comment est-ce que on articule ça, le SEO, sachant que c'est basé sur le flux shopping qui est géré par l'équipe Ads. La réponse courte, c'est facile. Il faut créer un flux et le soumettre à Google, puisque c'est un peu ça le fonctionnement des popular products. On va dans Merchant Center, on crée un flux produit, on renseigne tous les attributs qu'il faut, et puis c'est parti. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a plusieurs questions qui se sont posées à nous. Et la première, c'était, en fait, comment est-ce qu'on fait? L'équipe paid a déjà un flux qui marche très bien. Est-ce qu'on avance en autonomie? C'est-à-dire on crée un autre flux à part uniquement destiné à ces résultats organiques gratuits? Ou est-ce qu'on travaille en synergie avec l'équipe paid? Et là, il a fallu réfléchir, se poser avec eux. Il y avait des avantages, il y avait des inconvénients sur les deux solutions. On va pas forcément les passer en détail. Mais bon, la synergie, effectivement, ça permettait de mutualiser les compétences. Ça permettait d'avoir un flux avec des qualités, d'une qualité qui reprend les inputs de l'équipe SIA et les inputs de l'équipe SEO. Mais ça peut compliquer les choses, ça nécessite une bonne communication. Je peux comprendre que quand on a une équipe SEO qui arrive et qui donne des consignes, ça peut être bizarre, ça peut être perçu bizarrement dans l'équipe en face. Enfin voilà. Ou on pouvait bosser en autonomie, c'est-à-dire on crée on fait notre propre tambouille dans notre coin, on soumet ça à Google et puis on regarde ce que ça donne. Finalement, on avait opté pour le travail en synergie. Après pas mal de discussions avec l'équipe paid. Et c'est quoi qui est. Oui, vas-y, vas-y, Thomas. Pardon, Xavier. Non. Ouais, j'allais dire, c'était assez logique. Enfin, logique. Effectivement, on s'est posé avec eux et on leur a dit, bah, coucou, c'est nous le SEO déjà. On veut parler de votre flux à vous. C'est bizarre un peu, en effet, mais c'est pas souvent que ça arrive on utilise quelque chose qui est du SIA. Mais eux aussi utilisent des fois nos pages qu'on crée nous pour bider dessus, donc c'est de bonne guerre. Et oui, on est allé les voir, on leur a dit, bah voilà, nous, il y a ça qui apparaît, on voudrait travailler sur le flux, voir déjà ce qu'il y a dedans, il y a quoi comme attribut, il y a lesquels qui manquent, voilà, on voudrait ajouter ça, etc. Et très vite, eux nous ont dit, bah, en fait, tant mieux même pour nous, en fait. Plus le flux est riche, plus nous aussi, ça nous permet de segmenter des choses ou autres. Et donc, on s'est dit qu'au début, en tout cas, on allait plutôt enrichir leur flux et du coup se servir de leur flux pour garder un seul et même flux SEO, SIA pour les deux usages. Et à date, en tout cas, on est comme ça. Après, dans des échanges plus récents, on s'est dit, tiens, mais là, on voudrait nous tester ça, mais ça pourrait casser un truc chez vous et autres. Du coup, on s'est posé des questions récemment de dire, bah, est-ce que finalement, faut pas faire un flux dédié? Mais en tout cas, pour tout le boulot de
de complétude de données, d'enrichissement, etc., c'était assez évident qu'il fallait enrichir le flux existant. Ouais, je trouve que c'est la bonne solution. Mais je crois me souvenir à l'époque, on se posait quand même la question parce que, et c'est normal, hein, ils avaient peur qu'on vienne tout casser. Et en faisant l'audit, on s'est juste rendu compte que c'était des éléments de bon sens qu'on venait apporter et que ça leur bénéficiait aussi. En fait, plus le flux était qualitatif, plus ça les aidait aussi sur la Ouais. partie paid. Donc pas de résistance de leur côté et tout, et cette synergie s'est bien passée. Non, plutôt même pas de la résistance, c'est plutôt de l'envie même de bosser ensemble parce qu'on est dans la même équipe ici dans l'organisation qui est chez Kiabi, mais on bosse pas tous les jours ensemble puisqu'on a deux métiers vraiment très différents. Et du coup, c'était cool de se dire, bah, vas-y, on se pose, on regarde ensemble. Ah, toi, t'as vu ça, ça te dit qu'on rajoute ça, machin. On a même créé on fonctionne par initiative avec les développeurs et on les a écrites à deux mains, quoi. Donc, enfin, à quatre mains plutôt, du coup. À deux personnes, et collégialement, et ça s'est bien passé. Ok. Faut le souligner, c'est pas toujours le cas, donc c'est une bonne chose. Donc une fois qu'on a su comment s'organiser, on a fait ce travail d'audit, de recommandation côté WAM. L'idée, c'est auditer l'existant et identifier les axes d'amélioration. Alors pour ça, c'est assez facile. C'est un vrai travail d'audit où on va décortiquer toute la littérature qui existe sur le sujet dans l'aide en ligne de Google sur le sujet Merchant Center. On va identifier quels sont les attributs qui sont indispensables, parce qu'il y en a qui sont indispensables et il y en a d'autres qui sont recommandés. On a essayé de prioriser tout ça dans un. Là, c'est un tableau. C'est pas forcément celui qu'on a utilisé, mais l'idée, voilà, c'était d'identifier ce qui est absolument indispensable, les critères à respecter, et ensuite on a mis une note pour créer en gros un document de travail pour se voir avancer. Parmi les différents attributs, il y a les classiques, les identifiants, titres, liens. Je crois que Thomas nous a quittés. Ouais, ouais, Thomas nous a quittés, mais il arrive, il revient. Ah, Donc tu peux continuer. ok. Je sais plus ce que je disais. Oui, je parlais des différents attributs. Donc on en a pas mal. Ça, c'est des attributs qui sont obligatoires. Pour nos auditeurs, j'ai mis quelques infos, mais c'est des choses qui existent en ligne dans l'aide de Google. Il y a des recos. Voilà. On va pas tous les parcourir. Je suis pas sûr qu'on ait le temps. On en est à combien de temps là, Xavier? On est à peu près à 20 minutes. Ok, très bien. Bah, on va accélérer. Il y en a peut-être juste un où je vais prendre 30 On prend, secondes pardon. Vas-y. pour en parler. C'est gentil. C'est l'attribut Age Group, puisque Kiabi est une marque qui s'adresse à toute la famille, du nouveau-né, du bébé à l'adulte. Euh, et le flux était fait de telle sorte que ce qui était enfant, c'était classé comme enfant, et ce qui est adulte était classé comme adulte. Or, la nomenclature chez Google est un petit peu plus compliquée que ça, puisqu'ils ont des règles assez strictes sur nouveau-né, c'est de 0 à 3 mois, enfant, c'est de 3 à 12 mois, toddler de 1 à 5 ans, etc., etc. Et là, il a fallu que l'équipe paid fasse un gros travail de recatégorisation des produits enfin, pour mettre les produits dans les bonnes cases. Donc c'est pas aussi facile que ça. Il ne s'agit pas juste de créer des attributs et de les remplir. L'idée ici, c'était de bien s'assurer que l'attribut existe et qu'en plus de ça, il soit bien rempli en respectant les consignes de Google. Donc voilà les différents attributs qu'on peut avoir sur le segment habillement. C'est pas forcément les mêmes dans d'autres secteurs d'activité. Si vous vendez des voitures en ligne, des livres ou que sais-je encore, forcément ce seront des attributs différents. Thomas, ça a été quoi les principaux défis à surmonter dans ce flux produit, pardon, au départ pour Kiabi? Euh,
Alors bah déjà c'était de se dire ok bah en fait il y a plein de trucs déjà on a comparé avec ce qu'on avait comme données déjà à dispo et après ce qui a été un peu difficile c'est de savoir bah ok on a besoin de telle donnée qui est soit recommandée soit obligatoire ou autre mais d'où elle vient chez nous en fait qui a la data, est-ce que c'est les équipes produits, est-ce que ça vient de tel outil A tel outil B, euh, à quelle fréquence c'est mis à jour, ah bah du coup c'est pas celui-là ce serait un autre, enfin c'était ça qui était un peu compliqué. Et après, le plus compliqué, mais voilà, c'est juste une question de priorité, ça a été de trouver les jours de dispo côté dev pour enrichir le flux source, la source de la source, pour dire, bah, ok, en fait, telle donnée, des fois, ça prend un jour à rajouter parce qu'elle est facilement accessible, et une autre, en fait, on dépend d'une autre équipe qui a prévu de mettre à jour tel bazar et tout, et donc ça met des fois des semaines ou des mois avant d'arriver. Mais je pense que c'est la même chose chez toutes les grosses boîtes qui ont des systèmes d'information assez complexes. Ouais, je crois me souvenir que c'était l'attribut motif qui était assez compliqué. Ouais, il y a des attributs en plus qu'on n'a pas toujours, ou alors qui sont pas chez nous renseignés de façon obligatoire par les équipes en question. Alors c'est pour ça que des fois on a eu envie un peu de nous d'enrichir le flux avec pas la main, mais presque avec des astuces quoi. Et c'est là où on touche la frontière un peu de se dire bah est-ce qu'il faut pas créer un flux à part à part du SIA, parce que le SIA a besoin des vraies infos pour enchérir dessus et être sûr et certain, etc. Nous, on peut un peu jouer sur certains éléments, mais voilà, on arrive à une frontière où on se demande ce qu'il faut faire. On se la posera prochainement, mais oui, il y a des données qui paraissent parfois hyper simples à avoir et qui sont pourtant complètement, enfin, assez difficiles. Par exemple, les trucs de retour ou quand il y a des conditions selon le type de produit, etc. à avoir. Il y a des mécanismes énormes qui sont mis dans le checkout et en fait, que tous ces mécanismes-là n'existent pas de façon intelligente ailleurs, enfin en amont du flux en fait. Donc ouais, il y a des trucs un peu compliqués comme ça. Surtout que vous êtes dans une. Enfin, Kiabi est une marketplace aussi, donc les conditions de retour sont. Mm. C'est pas Ouais, forcément les mêmes pour les non. produits issus de la marketplace que vos propres produits. Ouais, il y a cette complexité en plus, ouais, qui rajoute, enfin, plus il y a de produits variés, etc., plus il faut gérer de cas possibles. Après, plus le terrain de jeu aussi est vaste, hein, il y a des attributs qui sont que pour certains produits, enfin, on en a creusé ensemble il y a pas longtemps, là, les lots ou des trucs un peu plus exotiques Mm. que finalement on n'avait pas nous, mais oui, c'est plutôt une chance, je pense, d'être marketplace quand même, parce que bah, ça ouvre plus de portes de visibilité. Et oui, parfois c'est complexe. Vraiment. Je crois qu'on a. Ah non, si jamais. Donc finalement, l'étape d'après, après cet audit, hein, c'est un premier plan d'action avec un ordre de priorité. J'ai caché certaines infos, mais on a un ordre de priorité, un nombre d'URL concernés sur le lot de 100 000 qu'on a audité et l'action à mettre en place. Et ça, on a bossé dessus l'an dernier, si je me souviens bien. L'an dernier, avec quelques petits reliquats au T1, je crois, Ouais, et un petit peu au T3. Là. ouais, c'est possible. J'ai très mauvaise mémoire. Mais des petits trucs anecdotiques. Ouais, là, on est maintenant dans l'exotique, justement, dont je parlais. Ouais. On a traité tous les trucs les plus prioritaires. Ouais. Donc une fois que le flux est bien comme on le voulait, côté SEO en tout cas, bah, il a fallu s'attaquer à la deuxième partie, c'est-à-dire la fiche produit. Puisque comme on l'avait déjà évoqué je crois que c'était dans un Wamcast, Xavier, si je ne me trompe pas, auquel j'avais participé avec. C'était l'an dernier, exactement, je Ouais, crois. c'était pour mon anniversaire, je me souviens bien. On avait évoqué dans ce Wamcast que pour bosser sa visibilité dans les popular products, il faut d'une part bosser le flux, mais il faut aussi travailler la fiche produit. Et donc, c'était la deuxième étape de ce travail avec Thomas, structurer la fiche produit, notamment avec des données structurées. Je dis beaucoup structure. Alors, petit rappel sur ce que c'est les données structurées. C'est un format euh, de.
C'est un format standardisé qui est présent dans le code HTML d'une page web. Donc, c'est-à-dire que c'est pas forcément visible pour l'internaute sur la page, mais ça permet au moteur de recherche de comprendre et d'interpréter certains éléments du contenu. Déjà, d'une part, d'identifier de quel type de page il s'agit. Est-ce qu'on présente un produit? Est-ce que c'est un article, une vidéo ou une recette? Donc, deux avantages, deux intérêts. Ça facilite la compréhension des contenus par les moteurs de recherche. Et puis, ça permet d'activer certaines fonctionnalités côté Google que vous connaissez tous. Par exemple, les étoiles pour les avis, l'affichage du prix ou la disponibilité d'un produit. C'est grâce à ça. Ça, c'était la deuxième partie du travail. Notre postulat, c'était le suivant, c'était il faut que les informations dans les données structurées de la fiche produit correspondent parfaitement aux infos qu'on a fournies dans le flux. Donc, pareil, on a fait une grille de travail dans laquelle on a listé tous les attributs qui existaient dans la partie flux shopping. On a priorisé par est-ce que cet attribut est obligatoire là dans le contexte de Kiabi, c'est-à-dire mode et vêtements. On s'est posé la question, est-ce que ça existe sous forme de données structurées? Parce que ce n'est pas forcément le cas. En l'occurrence, dans la mode et vêtements, on a une correspondance parfaite, donc c'est bien. Et puis ensuite, on a commencé à auditer, c'est-à-dire est-ce que toutes les informations qu'on a ici sont bien présentes dans les données structurées. Et comme on le voit, effectivement, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas forcément indiquées, notamment la marque, l'identifiant produit ou fabricant, la couleur, la taille, des choses quand même assez importantes quand on vend des vêtements. Et après, on s'est même posé la question, est-ce que ça existe, est-ce que c'est présent? Et on est allé jusqu'à se demander, est-ce que c'est bien complété? C'est pour ça qu'on a parfois des choses qui ne correspondent pas, par exemple le titre. On a vu que c'était perfectible parce qu'on pouvait ajouter certains éléments comme des attributs de couleur, de taille, etc. ou, ou d'autres éléments. Petit aparté pour nos auditeurs, s'ils veulent savoir si les données, enfin les différents attributs existent sous forme de données structurées, c'est assez facile à savoir. Sur l'aide en ligne de Google, ils le précisent dans un espèce de tableau. Pour chaque attribut, ils l'indiquent. Ils indiquent même le nom de la donnée structurée. Et puis, il y a une étape un petit peu complémentaire, c'était, en plus d'enrichir les données structurées, c'était de complètement les refondre, puisque historiquement, Kiabi fonctionnait avec un format de données structurées produit classique, mais il en existe un autre qui est très peu connu, j'en parle parfois à mes collègues, et ils ne le connaissent pas forcément, c'est Product Group. En gros, c'est groupe de produits dans lequel sont rassemblés différents produits très similaires. Exemple, un t-shirt peut avoir différents variants de couleur ou de taille. L'idée ici, c'est de créer un groupe de produits et de permettre d'indiquer à Google que sur cette fiche produit-là, on a la possibilité de choisir ce même produit dans une couleur ou dans une taille différente. Ça a son importance puisque dans le parcours de recherche de l'internaute, tu as vu Thomas, j'ai remis un exemple de Kiabi. Tu seras content. On peut effectivement, quand on clique sur le produit, eh bien choisir la taille du produit. Alors, est-ce que ça vient des données structurées ou pas, ou du flux, ou les deux, on ne sait pas. Mais en tout cas, on voit que ça a son importance de le déclarer et de s'assurer que ça fonctionne. Et là aussi, Thomas, là, pour les données structurées, ça a été un défi pour vous d'aller chercher toutes les infos, de savoir si elles existent, où est-ce qu'elles sont. Ouais, c'est un peu. En plus, c'est un truc encore à part du flux, quoi. Le flux, il vient d'un endroit et certaines données sont remplies dedans d'une façon, alors que la fiche produit, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le flux. Et il y a des données qui sont plus difficiles à choper, quoi, et à mettre dans les données structurées. Donc, c'est quasi comme si on faisait deux projets en parallèle. Enfin, en tout cas, côté dev, je Mhm. connais pas toutes leurs contraintes, mais
Je sais que pour eux, c'est deux trucs différents et s'ils doivent ajouter une même donnée aux deux endroits différents, c'est quasiment deux fois le travail à faire et pas qu'une seule fois, quoi. Parce que la fiche produit, enfin, dans le développement, avec les branches de développement différentes, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur une fiche produit, il y a des données qui viennent d'un truc et d'autres d'un autre outil, enfin bref, c'est assez complexe, mais oui, enfin, la complexité, elle n'était pas chez moi, elle était côté dev, mais c'était vraiment comme si c'était deux projets différents. Ok. C'est pour ça d'ailleurs dans l'organisation du travail, on l'a traité en deux étapes. D'abord le flux, ensuite la partie données structurées, parce qu'on savait que ce serait comme ça. Ouais. Mm. J'enchaîne. Ici, je voulais faire un tableau parce que cette histoire de product group me semblait compliquée, mais je crois que je l'ai assez bien expliqué, donc on va passer à la suite. La suite, c'est la dernière partie qu'on a vue en introduction, c'est-à-dire travailler la visibilité de Kiabi en pérennité. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus après avoir travaillé le flux et les données structurées. La suite. Il y a aussi le contenu de la fiche produit, puisque je me réfère au podcast que j'ai fait l'an dernier pour mon anniversaire. C'est un espèce de triptyque, flux, données structurées et ce qui est effectivement affiché. C'est génial, je fais des autoréférences. Je, je fais des... je me suis perdu. Ouais, l'idée, c'est que le contenu de la fiche produit reflète ce qu'on a dans le flux et dans les données structurées. Aujourd'hui, la fiche produit est faite d'une certaine manière chez Kiabi. Moi, j'aimerais pousser, alors ça, c'est évidemment, ça dépend pas que de nous, et ça dépend pas que de Thomas. J'aimerais pousser justement l'affichage de ces données du flux dans la fiche produit. Comme on voit ici, alors, sous forme de tableau ou pas sous forme de tableau. Mais voilà, ça c'est, on va dire, l'étape d'après. Un des autres chantiers qu'on peut mener, c'est des tests sur les titres de produits. On en a déjà fait quelques-uns. Je crois que c'était sur Kiabi Italie. Le test est encore en cours. Mais de manière plus générale, au-delà de Kiabi, ça marche un petit peu comme le SEO classique, hein, pas forcément e-commerce, mais on sait que le titre est très important. Là, l'idée, le fonctionnement est assez simple, hein, c'est on identifie les patterns de recherche, c'est-à-dire quelle est la manière dont les gens cherchent les produits sur Google. Et puis on adapte les titres à ces patterns de recherche en enrichissant les titres, mais ça peut être les descriptions aussi, avec des attributs distinctifs, les marques, les genres, les tailles, les couleurs, les matières, etc., etc. Puisque, comme vous vous en doutez, on ne cherche pas forcément les mêmes attributs pour un pyjama que pour un maillot de bain. Comme je le disais là il y a quelques secondes, c'est pareil sur les descriptions. On peut retravailler les descriptions en intégrant ces attributs-là. La difficulté, c'est que ici aussi, Google, comme en SEO classique, fait un petit peu ce qu'il veut et il affiche la description qui lui plaît, puisque là, pour ce produit-là, pour ce pyjama-là, cette phrase-là n'apparaît jamais dans la page. Donc, l'étape d'après, c'est aussi travailler les images. On l'a vu, on voit ici des images qui captent l'attention et le clic. Et on sait, ça fait la différence, notamment sur la partie e-commerce. Les quelques recours qu'on a et qui sont disponibles en ligne, il faut privilégier les images en haute résolution, idéalement HD, sur fond neutre. Alors idéalement blanc ou gris très clair, hein, ça permet une meilleure visibilité du produit. On peut varier. Le plus d'images on a, le mieux c'est. Et puis il y a certaines règles à respecter. Pas de texte sur les images, pas de logo et pas de watermark, c'est-à-dire je ne sais plus comment on dit Xavier, tu peux m'aider? Pas non plus un filigrane, un logo en filigrane en plus. Absolument, merci Thomas. Parce que sinon, le produit risque d'être exclu.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est déployer une approche web to store avec les free local listings. Alors, les free local listings, c'est un flux à part, un flux complémentaire qui permet d'identifier les produits avec des magasins. Donc, exemple ici, ce pyjama pour femme, il est disponible au magasin Strasbourg. qui est à Strasbourg, absolument. Je viens de dévoiler où je réside. Ça, c'est un flux à part. C'est assez compliqué à organiser si on n'a pas toute l'architecture derrière. On a eu pas mal de chance avec Kiabi, c'est que c'était plutôt bien fait et le flux existait déjà. Donc, on n'a pas dû partir de zéro. Mais si vous avez des magasins physiques, effectivement, c'est un petit peu l'étape d'après. Ce qu'on peut bosser aussi pour améliorer les performances dans ces popular products-là, c'est les éléments de réassurance qui permettent de faire la différence quand vous êtes dans un contexte de marketplace ici. Pour ce produit-là, Google propose différents annonceurs avec différents produits. L'idée, finalement, c'est de faire cliquer l'internaute en ayant les meilleurs arguments. Alors, en l'occurrence, Zalando le fait très bien. On voit qu'ils ont du stock, on voit qu'ils ont la livraison gratuite et des retours gratuits sous 30 jours. A priori, c'est la meilleure configuration. Amazon est très clair aussi, puisqu'ils ont du stock, la livraison est payante et les retours sont possibles sous 30 jours, mais on ne sait pas si c'est gratuit. Après, on a deux autres acteurs. Alors, celui-ci, je ne le connaissais pas. C'est un comparateur, a priori, mais lui, il ne précise pas du tout les conditions. Donc, c'est pas forcément. Enfin, moi, ça ne me rassure pas. Et après, on a ce dernier acteur où c'est pas vraiment compréhensible. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est livraison gratuite entre jeudi et mardi pour les commandes d'au moins 45 euros. Livraison entre jeudi et mardi, 4,49 €. Retour gratuit sous 28 jours. J'ai déjà oublié le début. Donc, pour le coup, c'est pas la meilleure configuration. C'est pas. Ça facilite pas la compréhension. Et peut-être qu'ils regarderont ce webinaire. Thomas, toi, c'est quoi ta marge de manœuvre sur tout ce que Florian a dit là par rapport aux livraisons, aux images, etc. Ben, en réalité, nous, on en a assez peu. En tout cas, on peut pas demander des modifs et autres. On peut faire que essayer de comprendre qu'est-ce qui existe déjà chez nous. Déjà, c'est pas toujours facile parce qu'on a effectivement en France, on est aussi marketplace, donc il y a plein de conditions. Selon les pays aussi, les conditions sont pas les mêmes, etc. Donc, faut être sûr de ce qu'on raconte déjà. Est-ce que c'est raccord entre rien que la page des retours, la page paiement, les fiches produits et autres, est-ce que c'est bien toujours la bonne donnée qu'il y a partout? Et après, faire en sorte qu'elle soit lue, digérée, etc. Mais nous, on fait que se servir, on va dire, de la donnée, mais on peut pas, on n'a pas de marge de manœuvre pour influencer tout ça, hélas. Ok. Je crois qu'on Logique. arrive bientôt au bout. Florian, il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais, je vais aller très vite, puisqu'il reste une seule slide dans cette partie. C'est le dernier élément qu'on peut bosser. C'est le niveau de qualité globale du magasin. C'est une information qu'on a dans Merchant Center qui, en gros, donne un petit benchmark de comment se situe la boutique euh, en termes d'expérience de livraison, donc sur les délais, sur les frais de port, sur la partie retour, c'est-à-dire la période de retour possible et les frais de retour. Bon, ça, comme le disait Thomas, on a très peu de marge de manœuvre, mais ça permet de savoir où on se situe. Après, il y a des choses où on peut éventuellement bosser, c'est le nombre d'images en haute résolution. On l'a vu, les images, c'est très important. Et le nombre d'images par produit. Et puis, dernier élément sur lequel on peut bosser, c'est les notes de satisfaction des utilisateurs pour pour le magasin. Si on veut aller au bout du bout, c'est ça qu'il faut travailler. Et je crois qu'il nous reste que quelques minutes, donc on va passer à la partie résultats. Et oui, parce qu'est-ce que ça a fonctionné tout ça?
Est-ce que ça a fonctionné? Ça a plutôt bien fonctionné. On le voit dans Merchant Center sur la période janvier-août. Effectivement, on a une progression de 142% des clics en résultat naturel sur ces différentes surfaces-là. 23% d'impression en plus et un CTR qui a doublé par rapport à l'an dernier sur la même période. La petite difficulté avec Merchant Center, c'est que il ne permet pas de filtrer sur une surface en particulier, donc on ne sait pas si c'est des clics dans Google Shopping, sur Google Images, via Google Lens ou via les Popular Products. Et ça ne peut pas distinguer le trafic notoriété, donc les gens qui ont cherché qui habillent pyjama, du trafic hors notoriété. Ça, on va dire, c'est la limite qu'on rencontre aujourd'hui dans Merchant Center. Ouais, et pour nous, c'est forcément embêtant là cette limite, parce que quand on est habitué à avoir la Search Console et d'avoir autant de granularité dans les datas qu'on peut aller chercher, c'est un peu frustrant de pas savoir qu'est-ce que les gens ont cherché pour cliquer, pour arriver sur tel produit, pourquoi celui-là il marche, pourquoi un autre il marche moins, enfin voilà. Mais on a décidé d'être transparent en interne et de dire déjà il y a la Search Console qui donne des stats sur les produits, le Merchant Center qui donne d'autres stats sur d'autres produits qui ne sont pas les mêmes. Des fois, on se demande où est la vérité dans les deux, etc. Mais on décide d'être transparent, de dire voilà, c'est deux outils que Google fournit. Il y a des données différentes dans les deux. Il y en a un qui permet de voir ça. Il y a celui-là qui est spécialisé sur les produits. Nous, on a décidé en interne de se baser sur celui-là parce que c'est celui qui a l'air d'être le plus large, qui donne aussi le plus de clics, donc c'est cool. Mais non, mais c'est aussi celui qui paraît d'avoir la vérité la plus proche, donc on se base sur celui-là. Et là, c'est celui qui donne le moins de granularité. Mais on sait que ça vaut ce que ça vaut et on le prend tel que. Mais en tout cas, c'est celui-là qui nous permet de monitorer un peu nos stats, les impressions, les clics, etc., etc. Mais c'est pas confortable. On préférerait avoir plus de granularité, mais Ça peut-être un viendra jour. peut-être. Ouais, Ouais. On fait avec ce que Google nous donne. Voilà, c'est ça. exactement. Ok, et ben merci à tous les deux. On a bientôt fini. On a encore quelques mots à vous dire. Nous sommes l'agence WAM. On est une agence de marketing digital. Donc on est là pour à vous aider à devenir une référence sur votre marché en développant votre autorité digitale. Et Florent, tu peux passer à la slide suivante, histoire de parler un peu de nos métiers. On fait effectivement, on fait du SEO, du contenu, de la data, des relations presse, des stratégies payantes, donc du paid, la création de sites et tout ça pour construire une stratégie sur mesure, pour activer tous les leviers de la Digital Brand Authority, qui est notre positionnement. Et je vous inviterai à aller creuser le sujet. On vous enverra aussi, on vous mettra un petit lien dans le chat. Et en quelques mots, ensuite, Florian, sur l'agence WAM, donc on est une cinquantaine de personnes, on est basé à Lyon et à Mulhouse, plus de 250 clients actifs, des grands comptes, donc IABI, ETI, des PME. Vous avez un exemple de sites pour qui on travaille, et un chiffre que moi j'aime bien, c'est ce 7 ans d'âge moyen de nos clients avec qui on travaille, preuve de la relation qu'on crée avec eux. Donc ça c'est chouette. Et puis si tu veux passer ensuite Florian, si vous voulez vous aussi travailler la performance de votre site web, si vous avez en tout cas de votre site e-commerce, si vous pensez que vous pouvez faire mieux, on vous propose des pré-analyses avec nos experts où on va venir soulever les points forts, les points faibles de votre site, pour voir quels sont les axes d'amélioration. Donc dites-nous en commentaire si ça vous intéresse ou venez prendre contact avec nous sur notre site directement. On sera disponible et on reprendra contact avec vous avec grand plaisir. Et ensuite, dernière info qui peut vous intéresser, notre prochain événement, les Digital Rise. Donc, c'est notre prise de parole qu'on fait pendant une semaine en octobre, sur le 14, 15 et 16 octobre, avec 6 webinaires sur 6 sujets qui risquent fortement de vous intéresser à tous pour préparer votre année, des sujets autour des relations presse, de la data et de server-side, comment mettre en place une stratégie paid en 2026, un sujet sur WordPress, des sujets aussi autour du géo, des IA Search, parce que ça a été le sujet de l'année.
Donc venez vous inscrire, c'est disponible dès maintenant. Et même si vous ne pouvez pas être là le jour J, vous aurez toujours les replays. Et puis voilà, merci à tous les deux. Merci beaucoup Thomas pour ta Ouais. participation. Merci à vous. Merci Florian aussi. Et merci à tous d'être venus. Et puis bah, à très vite pour un prochain webinaire. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne Salut journée, tout le monde. merci Bonne beaucoup Thomas. journée. Merci à vous.